Rapprochez-vous de la nature avec Columbia. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans. Pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette 6e saison. Les baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Un podcast du média Les Others. Rendez-vous sur notre site lesothers.com, lesothers.com, pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et tous nos autres formats. Une fois par an, dans les montagnes sauvages du Tennessee, se joue un rituel des plus étranges. Un homme, avec une longue barbe grise, du nom de Lazarus Lake, tire une cigarette de sa poche de chemise. Lorsqu'il l'allume, 40 coureurs et coureuses de renom franchissent une barrière jaune et noire avant de s'enfoncer dans la forêt embrumée. Ils viennent de prendre le départ de la course d'ultra-trail la plus difficile du monde, la Barkley. 5 tours, 160 km, 18 000 mètres de dénivelé positif. Le tout hors sentier, dans un froid glacial de jour comme de nuit, et en autosuffisance. L'épreuve mène davantage à l'échec qu'à l'exploit. Blessures, abandon, hallucinations à cause du manque de sommeil. Nombreux s'y sont cassés les dents, et les finisseurs sont rares. Seul 1% des participants seraient capables d'en venir à bout. En 2017, l'ultra-trailer amateur Aurélien Sanchez s'est promis qu'il prendrait part à cette épreuve à la limite des capacités humaines. Et pourquoi pas, un jour, franchir sa ligne d'arrivée. La première fois que j'ai entendu parler de la Barkley, c'était en 2012, c'était lors d'un reportage sur Stade 2. Ils montraient cet événement comme que de la douleur et de l'échec. Ils expliquaient que les coureurs allaient faire cette course tout en sachant qu'ils allaient échouer et tout en sachant qu'ils allaient souffrir comme jamais sur d'autres courses ils ont déjà souffert. Donc je trouvais ça assez particulier et je ne comprenais pas pourquoi ces coureurs voulaient faire ça. J'ai déménagé aux États-Unis à Phoenix de 2016 à 2019. Quand j'ai déménagé aux États-Unis, je me suis mis beaucoup à la randonnée pour visiter l'Arizona. Avant de rentrer en France, je savais que j'allais pas passer ma vie là-bas, donc je voulais profiter au maximum. Et à force de faire beaucoup de balades, en fait, je me suis rendu compte que voilà, je pouvais faire des longues randonnées. Et à un moment donné, je me suis dit, ça serait intéressant de découvrir un peu tes limites et ce dont tu es capable de faire, te donner des longues balades à faire et te donner un projet particulier. Et c'est là où j'ai démarré un peu l'ultra-trail indirectement. En fait, j'ai un souvenir, une randonnée qui s'appelle Nankoweap, c'est au Grand Canyon, où là j'avais proposé sur Facebook, et là je me suis fait un peu insulter entre guillemets, où on me disait mais c'est inconscient de proposer de faire ça à un jour, il faut 4 jours, il faut mettre de l'eau sur le parcours parce qu'il n'y aura pas d'eau, le seul point d'eau c'est le Colorado mais c'est tout en bas. Enfin, là, on m'a dit tu vas trop loin. Du coup, je pensais ne pas la faire. Mais c'est une randonnée vraiment magnifique, majestueuse. C'est hors des sentiers battus. On est seul. Les paysages sont incroyables. On voit des ruines indiennes en bas. C'est assez particulier. Je voulais à tout prix la faire, donc je l'ai faite avec beaucoup d'anxiété. Et il s'est trouvé que j'ai réussi à la faire en 13 heures, du coup, en une journée. Et bon, j'étais complètement claqué à la fin de la journée. Mais je me suis dit, waouh, ça y est, là, c'est de l'ultra, quoi. Sans connaître le mot, j'ai vu et vécu des choses incroyables. Donc c'était vraiment une transition pour moi importante. Où là, à partir de là, je me suis dit, j'aimerais faire des randonnées extrêmes et découvrir des paysages tout aussi incroyables et découvrir aussi mes limites parce que j'ai l'impression qu'on est limité au quotidien et qu'on se bride, qu'on s'empêche de faire des choses. Et là, c'était un déclic pour moi et j'ai commencé vraiment à faire des recherches pour savoir qu'est-ce que j'allais faire d'autre par la suite. J'ai trouvé la Barkley directement suite à cette randonnée. J'ai vu ça a fait un déclic et j'ai vu sur Internet tous les rapports de course, tout ce que les gens ont vécu à travers cette course, de la souffrance, de l'humilité, aussi du succès aussi, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à finir cette course. J'ai vu qu'il y avait énormément d'émotions, énormément d'anecdotes et d'histoires qui font que je voulais faire partie de l'aventure, vivre mon échec à moi, quelle allait être la variable qui allait faire que j'allais échouer, ou alors pourquoi pas rêver d'un succès.
Et à partir de là, j'ai commencé directement à me renseigner comment y participer et comment faire en sorte de faire partie des 40 heureux élus sur cette course chaque année. La Barclay, c'est une course qui a été créée en 1986. C'est une dizaine d'années après l'évasion de James Earl Ray, il s'appelle, je crois. C'était l'assassin de Martin Luther King. Et il s'était évadé de la prison de Brushy Mountains, qui est au cœur du Frozen Head State Park. Et il s'est trouvé qu'il a été retrouvé par les policiers 3 jours après son évasion, à 12 km de la prison. Lazarus Lake, le créateur de la Barclay, c'était son jardin et il s'est dit mais moi je peux faire 160 km en 3 jours. Et du coup en 86 il a commencé à créer cette course. C'était pas un 160 km au départ, c'était un 100 km je crois. Mais déjà ça suffisait parce que personne n'avait fini la première édition. Il y avait peu de personnes et au fur et à mesure voilà, il y avait une quinzaine de personnes, toujours les mêmes à peu près, jusqu'à ce qu'il y ait un premier finisher du 100 km, ce qu'on appelle la Fun Run à la Barclay, qui s'appelle Frozen Head Furto. Donc voilà, ça c'était les débuts de la Barclay. Et ensuite, en 1995, c'est là où il y a la vraie Barclay entre guillemets qui a démarré. C'est lorsque Mark Williams, un Anglais qui venait de nulle part, a vraiment fait les 5 boucles. Le format qui, pendant 10 ans, personne ne croyait à ce format, personne ne s'y était tenté, personne n'avait essayé. Et il est arrivé, il s'est dit, ben moi je peux faire 5 boucles, je peux faire 160 km et pas 100 km. Et il est devenu le premier finisher de la Barclay. Et du coup, à partir de 95, ça a continué à attirer l'œil de plusieurs randonneurs extrêmes, entre guillemets, et d'ultra-trailers des États-Unis pour devenir la course qu'on connaît maintenant. La Barclay, du coup, le format actuel, c'est 5 boucles. Chaque boucle qui correspond à peu près à 40 km et 4000 mètres de dénivelé positif et négatif. Donc voilà, c'est du parcours hors sentier. Les 3 quarts sont hors sentier, qui est non balisé. Chaque coureur doit s'orienter avec une boussole et une carte. Tous les matériels électroniques sont interdits. Et pour s'assurer qu'on suit le parcours, Lazarus Lake, le créateur, a mis des bouquins sur le parcours, des livres, où en fait à chaque fois, en l'occurrence cette année il y avait 13 livres, on doit arracher une page de ce livre qui correspond à son numéro de dossard, et bis repetita, pendant 5 boucles. La barrière horaire de chaque boucle est de 12 heures, ce qui fait qu'au total on doit finir la course en 60 heures. Et c'est là tout le challenge, c'est d'être dans les barrières horaires, parce qu'au final on n'a pas beaucoup de répit, et aussi l'autosuffisance. On n'a droit à aucune assistance sur le parcours, aucun ravitaillement, sauf 2 points d'eau où on peut se ravitailler en eau, mais c'est tout. Donc c'est vraiment l'association de toutes ces variables, l'orientation, l'autosuffisance, les barrières horaires qui font qu'il y a un taux de finisher de 1%, ce qui caractérise la course. Elle est connue justement pour son taux de finisher qui est historique depuis 37 ans d'existence maintenant de 1%. Laz, du coup, Lazarus Lake, c'est une personne très inspirante. Il se crée un peu un personnage autour de la Barclay, un personnage un peu satanique, un peu qui aime bien se faire souffrir ses coureurs. C'est une personne qui est passionnée d'ultra trail depuis son plus jeune âge. Il fait partie des pionniers aux États-Unis. C'est un peu le gourou. C'est lui face aux coureurs. Voilà, il veut pas qu'il y ait 100% de finish à la Barclay. Il veut garder ce 1%. En disant ben voilà, vous allez souffrir, elle n'est pas faite pour vous cette course. Et du coup, il n'est pas non plus super populaire sur les personnes qui sont sensibles. Voilà, il est très taquin, mais c'est pour aussi nous sortir de notre zone de confort et voilà, nous dire allez, on va faire au mieux et la finalité, tant pis quoi. Frozen Head State Park, c'est au cœur du Tennessee, au cœur des États-Unis. C'est très forestier, c'est de la basse montagne, le pic le plus haut culmine à 1000 mètres d'altitude. Et le parc, il est très forestier, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de racines, de feuilles mortes lorsqu'on fait la Barclay. Il est très verdoyant l'été. Pour les familles, c'est vraiment un lieu de recueillement exceptionnel où vraiment on est au cœur de la nature. Et l'hiver, par contre, il est beaucoup plus sombre. Les arbres sont morts, il y a beaucoup d'arbres, donc c'est très clairsemé. Et le paysage est assez atypique. C'est pas là où on irait en vacances forcément quand on pense à une destination de rêve. C'est pas le Frozen Head State Park l'hiver. Pour participer à la Barclay, voilà, le processus il est secret, donc c'est là la magie en fait. La magie c'est de ne pas savoir et de se renseigner soi-même et de faire ses recherches. Si on ne trouve pas comment postuler à la Barclay, c'est que cette course-là n'est pas faite pour soi. Donc voilà,
c'est déjà là que ça commence. C'est le mystère, c'est l'apprentissage, c'est comment on fait. Et le fin mot, c'est une lettre de motivation, entre guillemets. Il faut dire à Laz pourquoi on doit être sélectionné. Ensuite, c'est Laz qui fait sa sélection avec ses propres critères. Et c'est ça la magie, on ne sait pas trop quels sont ces critères. Donc voilà, il faut jeter une bouteille à la mer et attendre qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas. Et ça, on n'a aucune idée de comment elle va revenir ou de comment elle ne va pas revenir. C'est juste Laz qui décide. Du coup, la première fois où j'ai jeté cette bouteille à la mer, je l'ai jetée assez violemment, entre guillemets, pour pas qu'elle revienne. C'était en 2017, où là, j'ai expliqué qu'en fait, je méritais pas ma place à la Barclay en 2018, parce que j'avais pas réussi à atteindre mes objectifs, qui étaient en l'occurrence le John Muir Trail. C'est un sentier de 360 km en Californie. J'avais essayé d'améliorer le record qui était à l'époque détenu par Brett Mahoney, qui était 2 fois finisher de la Barclay, et il avait été pris à la Barclay grâce au John Muir Trail. Donc je m'étais dit qu'en me faisant ce projet, j'allais moi aussi être sélectionné à la Barclay. Du coup, je m'étais lancé dans ça, mais j'avais vécu un échec la première année. Et ensuite, j'ai jeté vraiment une vraie bouteille à la mer en 2018, où là, j'avais réussi à faire le John Muir Trail, à améliorer la marque de Brett Mahoney. Et je me suis dit, enfin, j'ai réussi mon projet qui était super compliqué. J'avais jamais autant souffert dans ma vie. J'avais vécu des choses incroyables. Et là, en 2018, je lui ai dit, là, cette année, je pense mériter ma place. J'ai transpiré pour et j'ai réussi ce que Brett avait réussi aussi dans le passé. Donc voilà, c'est l'heure pour moi. Début 2019, du coup, j'attends que la bouteille revienne. Tous les jours, je regarde voilà, si j'ai reçu la confirmation de Laz pour ma venue à la Barclay. Donc tous les jours, je regarde sans cesse. Et en fait, je vois que la bouteille, elle ne revient pas, qu'il n'y a aucune nouvelle, il n'y a rien. Et jusqu'à ce que la Barclay se passe sans moi en 2019, du coup, bon, là, je savais déjà quelques semaines avant que je n'allais pas en faire partie. Mais une grosse frustration, une grosse remise en question. Pourquoi j'ai pas été pris? Enfin, je mérite, j'ai fait le John Muir Trail. À ce moment-là, je me dis, mais pourquoi? Tous les jours, c'était la Barclay pour moi, je vivais que pour ça, entre guillemets. Et de ne pas recevoir de réponse et de ne pas savoir pourquoi, c'était très frustrant. J'ai toujours continué à envoyer ma bouteille, entre guillemets, et jusqu'à un moment où, en 2020, j'ai changé d'objectif. Je me suis convaincu que je ne participerais plus jamais à la Barclay, qu'il avait des raisons qui me dépassaient. Je ne savais pas ces raisons, peut-être que j'étais blacklisté parce que j'ai mal communiqué mon envie de participer ou trop impatient. J'ai décidé de changer d'objectif et de me consacrer entièrement à la Chartreuse Terminorum, qui est un format Barclay à nouveau, mais en France, qui, je pensais, allait me challenger tout autant. Moins médiatisé, mais c'est pas ça que je recherchais. Je recherchais vraiment le challenge et du coup, je me suis vraiment focalisé sur ça. Même si, au fond, je continuais à envoyer ma bouteille à la mer, mais je l'envoyais avec moins d'énergie et je me suis dit, voilà, c'est ton projet de fil rouge depuis le début. Tu continues à postuler, mais c'était plus la flamme qui était en moi. C'était vraiment la Chartreuse Terminorum qui avait remplacé ce projet-là à partir de 2020. En 2022, c'était l'an dernier, j'ai fait la Chartreuse Terminorum. Ça s'était plus ou moins bien passé. J'avais été en tête pendant la course, j'avais fait 2 boucles assez rapidement et j'étais fier de moi pour une première participation. Et j'ai envoyé ma candidature pour la Barclay en 2022 pour 2023. Vraiment sans aucune attente. J'ai expliqué que mon objectif c'était la Terminorum, que je pensais pouvoir, si tout s'alignait, faire partie des finishers. Et que par contre, voilà, ce qui m'a fait naître en tant qu'ultra trailer, c'était la Barclay, qu'un jour je rêverais de participer à la Barclay en disant chacun son tour. Moi j'attends mon tour depuis des années. Un jour mon tour viendra. Si c'est pas l'an prochain, ça sera l'année d'après. 10 jours après, j'ai reçu un email de la part de Laz. C'est une lettre de condoléances, en l'occurrence, parce qu'il aime bien faire des choses un peu atypiques. Et la lettre de condoléances, c'est voilà, j'ai le regret de vous informer que vous avez été sélectionné à la Barclay pour l'an prochain. Par contre, vous avez l'occasion de ne pas la faire, de vous désister si jamais vous réfléchissez bien encore à ça 1 ou 2 fois, parce que voilà, il joue sur ça, sur la souffrance et sur l'échec. J'étais sous le choc, abasourdi. J'ai appelé ma chérie en pleurs en lui expliquant que
que je pensais que j'étais pris sans le savoir, sans être convaincu, parce que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. En lisant entre les lignes, je n'étais pas certain de comprendre que j'étais vraiment pris. Donc voilà, j'ai appelé plein de copains. Pendant 2 heures, j'étais vraiment sous un état de choc, entre guillemets, où là, déjà, pour moi, mon rêve était déjà en train de se réaliser. Participer à la Barclay, c'était déjà une finalité en soi pour moi. Ça fait 6 ans que personne n'a fini la course. Depuis 2017, le dernier finisher, c'était John Kelly. Donc cette année, y en a plein, et moi en l'occurrence, qui rêve de devenir ce prochain finisher. Tous les ans, on l'attend avec impatience, et à chaque fois des choses qui font qu'en 6 ans, il n'y a eu aucun finisher. Donc j'y vais avec un état d'esprit de voilà, est-ce qu'on va avoir ce nouveau finisher, le finisher numéro 16, ou un second finish de John, de Jared. Pour moi, depuis que je fais de l'ultra trail, c'est vraiment vivre des montagnes russes émotionnelles. J'ai jamais vécu de haut, de transcendance, d'émotion comme je l'ai vécu en faisant de l'ultra. Et je pense que ça passe par des montagnes russes. Plus on va bas, puiser dans ses ressources, plus on peut monter haut. Dans voilà, cette sensation de frisson qui nous traverse le corps, de transcendance, d'exploration, de se dire qu'on est en train de faire quelque chose que personne n'a fait dans le passé, et de vivre ces émotions particulières en fait, comme un explorateur, comme si on découvrait un autre continent. Mais là, on découvre qu'on peut faire ce genre de choses dans ce laps de temps précis. Et en fait, j'ai vécu ces hauts et ces bas, ces très bas du coup, de souffrance, de douleur, qui m'ont permis aussi de vivre des très hauts, d'accomplissement, d'émotions, qui font que je trouve ça superbe dans le sport, mais que forcément ça peut passer que par des moments où on doit sortir de sa zone de confort, on doit se donner, et c'est le jeu, quoi. J'ai eu quelques mois, 3 mois de préparation du coup pour la Barclay qui se passe au mois de mars. Et pour moi, en l'occurrence, la préparation, c'est pas compliqué. Ça se base sur 2 choses. C'est le volume, beaucoup de dénivelé, beaucoup de kilomètres. Par semaine, en moyenne, c'était entre 20 et 30 heures d'effort, et entre 150 et 200 km. Et c'était surtout sur le dénivelé, je comptais. C'était entre 8000 et 10 000 pour les semaines les plus chargées. Et la pente, je fais beaucoup d'entraînement sur du pentu, sur du 30-40% pour imiter entre guillemets les pentes que je vais avoir en course. Travailler aussi sur du hors-sentier, dans les Pyrénées, faire des boucles un peu originales. Pour me mettre en condition parfaite pour la Barclay et travailler sur des choses très similaires. On a passé 1 semaine dans le parc avec Guillaume avant la course. Guillaume Calmette qui a fait la course avec moi cette année, pour se baigner de l'atmosphère du parc, pour s'entraîner sur les sentiers où c'est autorisé, etc. Donc quand la course est arrivée, j'étais assez à l'aise, j'avais pas trop d'anxiété par rapport à ça. J'étais baigné déjà dans le parc depuis une dizaine de jours. La veille de la course, il se trouve que la météo qui est prévue pour la course, elle est censée être parfaite. Il est censé faire soleil, ne pas neiger, ne pas pleuvoir. Ok, ils annoncent un froid glacial de moins 10 degrés en ressenti, mais ça, c'est pas grave, on pourra faire avec. Et il se trouve que là, il commence à pleuvoir. Il commence même à neiger ou à grêler. Enfin, c'est un mélange de tout ça. Pas beaucoup, mais on se dit, voilà, là, en ce moment, ça y est, c'est la Barclay qui est en train de nous jouer un tour. Donc on se dit, rien n'est gagné, les prévisions, on va les oublier, on va juste se lancer dans la course et faire au mieux. Et puis là, voilà, dans le camp, tous les gens commencent à arriver au fur et à mesure, on commence tous à se saluer, on commence à voir les têtes qui étaient annoncées, qu'on n'était pas sûr, mais c'était des bruits de fond de couloir, entre guillemets, mais oui, Jared, il est là. Jared Campbell, c'est un coureur d'ultra trail qui vit à Salt Lake City. Et c'est la référence de la Barclay. Il a fini 3 fois la Barclay. Il y a Karel aussi qui revient. Karel Sabé, du coup, il est connu pour ses efforts de longue randonnée. Il était détenteur du recordman du Pacific Crest Trail aux États-Unis, un sentier de 4000 km. Et il est aussi le détenteur du record de l'Appalachian Trail, qui est aussi un sentier très long aux États-Unis. Et là, cette année, il vient à la Barclay pour sa 3e participation. Il a échoué 2 fois dans les années précédentes. Il y a John Kelly, c'est l'enfant du pays. Il vit à quelques kilomètres du parc, c'est son terrain de jeu. Il a commencé l'ultra, je crois, par la Barclay, avant de finir pour sa première fois en 2017 après ses 2 échecs. Il y a tous ces gens-là, ils commencent à arriver les uns après les autres. Et voilà, donc on se prépare, les tentes se mettent en place. On va donner nos plaques d'immatriculation pour les nouveaux à l'AS, parce que c'est l'offrande qu'on doit faire. C'est l'AS qui avait décidé historiquement d'amener une plaque de là où on vient. Donc on reçoit la carte du parcours.
La carte de la Barclay, du coup, c'est pas une carte d'orientation, c'est juste une carte du parc qu'on achète quand on arrive au parc. Et c'est une carte très minimaliste. Il y a juste les lignes topographiques du parc. On voit les sommets, on voit les rivières, on voit les vallées. On voit le relief forcément, mais voilà, on voit pas grand-chose de base sur cette carte comparée à des cartes d'orientation pure où là, il y a vraiment tout de détaillé. Là, ça reste assez minimaliste avec les sentiers du parc, les sentiers officiels qu'on peut suivre et le hors-sentier qui n'est pas représenté forcément, qui est interdit hors course. Et quand on voit la carte de la course, la master map, on l'appelle, ben c'est juste un tracé qu'il y a sur cette carte officielle du parc, un tracé en rouge qui suit des lignes de crête, des rivières, des sentiers aussi des fois. Et on se doit de recopier cette trace sur notre carte à nous. Et sur cette trace, il y a des croix qui représentent aux livres qu'on doit aller chercher, les 13 livres qui sont dissimulés sur la course. Pas plus compliqué que ça. Donc c'est très minimaliste et il faut faire en sorte de faire avec ça. C'est le seul outil qu'on a pour s'orienter. Moi, je vais me recentrer au camion là pour la recopier proprement sur ma carte, la plastifier, etc. Donc je me pose seul dans mon camion pour prendre vraiment le temps de faire 2 cartes, une carte principale et une carte de secours. Et voilà, une fois que c'est fait, je vais rejoindre les autres au barbecue. On discute tous autour du poulet qui cuit tranquillement. Il commence à faire nuit bientôt. Et là, les coureurs, on voit que la plupart commencent à aller se coucher parce qu'on ne sait pas quand c'est que le départ va être donné. Est-ce qu'il va être donné à minuit ou à midi ou à 5 heures? Donc on commence à aller tous au lit autour de 20 heures. On continue à discuter autour du camp, à faire des scénarios, à faire des petits paris sur comment ça va se passer, qui c'est qui va finir, etc. Et moi déjà là, je me rends compte que je suis pas trop à ma place, quoi. Enfin, dans les discussions, mon nom il apparaît nulle part et c'est normal. Je suis inconnu et on parle toujours de John, de Karel, de Jared. Et dans ma tête, je me dis mais ils ont raison. Pourquoi je me donne l'objectif de 5 boucles? C'est décontenant. Ça. Je me dis est-ce que j'ai vraiment ma place là? Je vais dans le camion, je commence à m'endormir en me disant tu vas vivre ton rêve, ne pense qu'à ça, fais les choses au mieux pour ne pas avoir de regrets et c'est tout. J'essaie de dormir tant bien que mal. On attendait toute la nuit qu'il y ait la conque qui sonne, qui donne le départ dans 1 heure. Ce qui s'est passé en l'occurrence, vers 8 h du matin, la conque a été sonnée par Laz. Et du coup, voilà, on a démarré la course à 9 h du matin et voilà. Le départ, du coup, on s'agglutine tous autour de la barrière jaune, là. Il y a Laz qui est de l'autre côté, qui sonne la conque une dernière fois. Il fait hommage aux anciens vétérans qui sont décédés depuis aussi. Un hommage chaleureux à toutes ces personnes qui ont fait partie de la course historiquement. On l'écoute solennellement jusqu'à ce que le vrai départ soit donné, c'est-à-dire Laz qui allume sa cigarette. Donc il aime bien dire, Laz, pourquoi pas s'amuser en faisant cela. Donc voilà, c'était son petit clin d'œil. Historiquement, il allume sa clope et c'est à ce moment-là que dès qu'on voit la flamme qui touche la cigarette, nous on se lance, on traverse la barrière jaune. Je suis vraiment en train de vivre mon rêve. Je suis en train de traverser cette barrière jaune que je m'empêche de toucher. Il faut à tout prix que je la touche pas, sauf quand je finis une boucle. Donc voilà, je me décale d'1 mètre de cette barrière. J'essaie de suivre les coureurs qui sont devant moi, tout en m'écoutant aussi. C'est assez calme, pas de panique. C'est voilà, chacun se recentre déjà sur soi, tout en regardant autour de moi où est Guillaume, parce que je sais que je vais faire la boucle avec lui. Donc voilà, je vois qu'il est pas loin. Donc c'est comme ça que je démarre et le prochain objectif, c'est juste de trouver le premier livre maintenant. J'essaie de suivre le groupe de tête. On est une quinzaine de personnes. Mais je veux aussi m'écouter et faire en sorte de ne pas me cramer. Donc je suis tant que je peux. Et au fur et à mesure, en fait, il se trouve qu'on avance bien tous ensemble jusqu'au premier livre, qui n'est pas si loin. Il y a une longue montée jusqu'au premier livre. Donc voilà, on est un gros groupe. Au premier livre, c'est un peu le chaos parce que tout le monde veut sa page. Donc on est une quinzaine agglutinés sur le bouquin et on attend chacun son tour pour avoir la page. En l'occurrence, Jared, qui est triple finisher, il donne un peu de sa personne. Il arrache un peu toutes les pages, il demande les numéros. C'est quoi ton numéro? Ok, il a le bouquin entre les mains et il fait la distribution. Donc c'est assez rigolo. Donc voilà, jusqu'au deuxième bouquin, on est une quinzaine de personnes à avoir une allure assez soutenue mais correcte. Je peux gérer.
jusqu'à ce qu'à partir du deuxième livre, après la première descente, là on commence à avoir des petits écarts qui se forment, des allures qui sont moins confortables, des groupes qui se créent. Moi je crée mon groupe avec Guillaume et Lucas, très bien dans mon allure, on discute avec Guillaume, on exécute le plan et on partage beaucoup sur le prochain livre, sur ce qu'on doit faire et on continue comme ça. Le parcours, du coup, c'est que des montées-descentes en forêt, principalement hors sentier. À un moment donné, on passe par la prison Brushy Mountains, qui est en bas d'une descente. Et ensuite, on la quitte pour faire une longue montée qui nous amène vers la tour, qui est le point culminant du parc. Voilà, il y a la prison qui est en bas, sous laquelle on passe. On passe sous la prison dans un conduit qui évacue l'eau, en fait, une sorte de rivière. C'est une prison qui est désaffectée, qui a été fermée en 2009, je crois. Mais c'est particulier parce que quand on lève la tête et qu'on s'imagine tous les prisonniers qui étaient au-dessus, on s'imagine qu'il y avait que c'était une atmosphère particulière avec des histoires particulières. Donc voilà, cet endroit, il est très marquant. Ça correspond principalement à du hors-sentier, la course. On est en forêt, avec beaucoup de feuilles mortes, de branches, de troncs d'arbres, de racines. C'est mort, on est en mars, donc c'est que de la végétation morte. Il y a des obstacles tout le temps. Il y a quelques ronces qui sont sur le chemin, qui font qu'elles nous lacèrent un peu de temps en temps. Donc voilà, c'est un mélange de toute cette végétation qui fait qu'on doit rester concentré à 100%. La première boucle se passe parfaitement, on l'a fini très bien avec Guillaume, on ne fait aucune erreur d'orientation, on est avec Lucas aussi qui nous suit. On a perdu 0 minute, on est en train de finir cette boucle en 8h45 alors qu'on s'était dit qu'on allait la finir de base en 9h30. Donc ça nous donne confiance, on est à fond, on est refait là. Voilà, ce qui nous attend juste maintenant, c'est juste d'enchaîner la deuxième boucle qui elle va être de nuit. Maintenant, le soleil est en train de se coucher. On est super satisfait de ce qu'on vient de faire. Et là, on a la transition qui arrive du coup. C'est à peu près 19h. Donc on s'alimente rapidement. Il n'y a pas grand chose à faire. La transition elle est assez rapide. Je passe moins de 10 minutes au camp. On fait nos affaires, on se réapprovisionne, on refait le plein et on est reparti dans la nuit. Il n'y a aucun matériel obligatoire à la Barclay, c'est vraiment chacun qui fait sa sauce, chacun utilise ce qu'il veut. Par contre, il y a du matériel interdit. Tout outil électronique est interdit, pas de GPS, pas de montre, pas de téléphone, pas d'écouteurs, rien. C'est vraiment nature peinture, voilà, on y va, on est vraiment face à soi-même. Par contre, voilà, on fait son sac. Moi, en l'occurrence, je suis assez minimaliste. Je prends pas grand-chose niveau vêtements. J'ai un kawaii avec moi et un t-shirt manche longue en plus et une paire de gants. Si j'ai des buffs aussi, c'est vrai pour le tour de cou parce que c'est vrai qu'il va faire froid. J'ai une paire de bâtons forcément. J'ai une batterie de frontale en extra. J'ai la frontale. J'ai 1 kg de nourriture environ pour la boucle, pour 10-12 heures d'autosuffisance. J'ai 1 litre d'eau, j'ai 2 flasques de 500 ml. Il y a de l'eau un peu partout sur la Barclay, donc ça, c'est pas un souci, on peut partir assez léger. La deuxième boucle, en l'occurrence, cette année, il a changé les choses. Là, un peu, il a inversé le sens du parcours. On est parti en sens inverse cette fois-ci. Donc là, dans la deuxième boucle, je repars du coup à l'inverse. Je ne traverse pas la barrière, je repars de là où je viens. Guillaume me rejoint et là, du coup, on va chercher le livre 13 plutôt que le livre 1. Le soleil se couche dans la montée de ce livre 13 et on se lance dans la nuit en sens inverse, ce qui du coup est un challenge déjà parce qu'on perd nos repères. Donc là, à tout moment, il va falloir être vigilant parce que tout le hors-sentier qu'on va faire, on risque de faire une erreur qui peut nous coûter très cher. Dès le deuxième livre, dans ce sens-là, qui est le livre numéro 12, on fait une erreur d'orientation qui nous coûte 15 minutes parce qu'en fait, on est hors sentier et on n'arrive pas pile poil sur le bouquin. On arrive sur la rivière, mais est-ce qu'on est trop haut, est-ce qu'on est trop bas au niveau de la rivière? On ne sait pas. Donc en fait, on jardine, on va un peu plus bas. Non, c'est pas là. En fait, s'il faut, on était trop bas déjà, donc il faut remonter. Donc voilà, c'est beaucoup d'observations, d'essais, d'analyses, de cartes, de se dire, est-ce qu'on n'a pas tourné trop à gauche? Le seul moyen, c'est la boussole. En fait, s'il faut, à la fin, on est à 30 mètres du livre, mais on ne le voit pas. Et tout se ressemble dans la nuit. Donc l'orientation, c'est assez compliqué. Il faut avoir vraiment des repères un peu partout. La première nuit, c'est la nuit la plus froide de la course. C'est là où les températures vont être le plus bas. Ils annoncent moins 10. Donc je commence à me couvrir, je mets un buff, je mets des gants plus chauds, je mets une couche supplémentaire. Quand je respire, j'ai du mal à respirer, il fait vraiment
très froid. Et je pense que les prévisions étaient assez justes. Je pense qu'en ressenti, voilà, c'est entre du -5 et du -10 qu'on a. Et d'ailleurs, voilà, quand on va au ravitaillement d'eau, les bidons d'eau sont gelés. Avec Guillaume, on continue ce deuxième tour. À la mi-parcours, on fait encore une erreur qui nous coûte 15-20 minutes. À cause de moi, je me précipite trop dans la pente à gauche. J'aurais pas dû monter si tôt. Et là, on se perd, on est dans la broussaille, il fait nuit. On commence un peu à flipper. Guillaume me dit c'est pas bon ça. Enfin, il faut, quand on sait pas où on est, il faut qu'on refasse demi-tour et qu'on aille à un point où on sait où on est. Et moi j'ai dit ouais mais ça va nous coûter cher là, ça va nous coûter 40-45 minutes. Est-ce que tu penses pas que ça vaille le coup d'essayer d'aller tout droit et de récupérer le sentier, la J-Prod là qui est en face. Donc on fait le choix de continuer à retrouver le parcours. Et on trouve le parcours, on est rassuré, ça y est, là on est bon, donc on continue comme ça. Voilà, c'est la moitié de la deuxième boucle. Là je vois que Guillaume est sur des allures un peu différentes, on ralentit tous les deux et on commence à se rendre compte qu'on n'est plus vraiment dans les objectifs initiaux. On voulait finir en 21h à peu près, la deuxième boucle, enfin au total en cumulé avec la première. Et là je me rends compte que ça sera plutôt 22h, 22h30, ce qui m'inquiète beaucoup. Je me dis ça y est, on commence à avoir l'aventure qui s'échappe entre nos doigts. Donc je suis dans un dilemme à ce moment-là, un dilemme terrible. C'était est-ce que je suis mon allure, est-ce que je me lance dans mon aventure et je laisse Guillaume sur son allure et je pars entre guillemets égoïstement pour vivre ma course à moi, ou alors est-ce que je privilégie le binôme, l'aventure, le partage, ce que j'aurais rêvé depuis le début, c'est-à-dire finir la course avec Guillaume, en tout cas faire les 4 premières boucles ensemble jusqu'à la 5e et déjà je mettais une croix sur ça à ce moment-là et c'était terrible parce que du coup je voulais pas. Pour moi, là, c'est un tournant dans la course où je décide de partir devant. Guillaume me le répète à nouveau une fois. Il me dit « Auré, pars devant, fais ta course, sinon c'est un objectif de 2 ans. Ce ne sera pas cette année que tu vas la finir. » Et il me titille, il me challenge, il me dit « Vas-y, pars, fais ton truc. » Parce qu'il voit que je commence à m'inquiéter. Et j'hésite. Et là, je lui dis désolé, je vais essayer de rattraper un peu le retard, je pars devant et à tout à l'heure, quoi, à plus tard, sans savoir le plus tard ce qu'il allait donner, quoi. Je sais pas comment ça va évoluer, donc là c'est compliqué et je me recentre sur moi et là pour le coup je me lance dans le bain. Là il fait nuit totale, je suis en sens inverse, je suis seul maintenant, donc je dois vraiment compter sur moi et faire en sorte que les erreurs d'orientation soient minimes et vraiment faire en sorte que mon expérience de la première boucle soit utile pour faire aucune erreur. J'entends rien, un bruit de fond, le vent qui caresse les feuilles des arbres, qui caresse les feuilles qui sont au sol. Voilà, le bruit du vent et des arbres, en fait, comme si ça devenait une mélodie, une voix de fond, en fait, comme si la nature avait cette voix-là. Et c'est assez particulier parce que c'est le seul truc qu'on entend en continu lorsqu'on est avec personne. Et même lorsqu'on est avec quelqu'un, on entend le bruit des pas, un pas après l'autre, avec le bruit de fond. J'arrive à la fin de la deuxième boucle en un peu plus de 21h, 21h10 je crois. Je suis super content par rapport à ça. Je suis encore dans les délais de ce que je devais faire, de ce qu'on s'était dit de faire. J'ai fait quelques erreurs d'orientation encore à la fin de la deuxième boucle, mais elles ne m'ont pas coûté beaucoup. Donc là, je suis dans un état d'esprit positif où en plus je vois Jared à la barrière jaune qui repart dans le même sens. Le sens de la troisième boucle sera dans le même sens que la boucle numéro 2. Et donc là je me dis c'est incroyable, Jared il est juste là alors que je pensais qu'il était vraiment beaucoup plus loin. Donc là ni une ni deux, je fais une transition rapide. Je me dis j'ai pas envie de risquer de me reperdre comme on s'est perdu au livre numéro 2 avec Guillaume. J'ai vraiment envie de bénéficier de l'expérience de Jared et de Karel qui est juste devant aussi pour juste être dans la roue entre guillemets, les suivre, apprendre encore une nouvelle fois de leur expérience, de savoir où c'est qu'ils passent exactement, me faire un checkpoint, me mettre un marqueur sur le parcours. Donc là mon objectif c'est de faire une transition rapide maintenant là. Je mange, je reprends mon second sac et je repars en chasse pour me greffer dans le groupe de Karel et Jared qui se trouvent sont aussi avec Christophe dans la première montée. Donc je les rejoins et là on est en train de constituer un groupe de 4 pour ce départ de la troisième boucle. Le jour se lève pendant qu'on démarre la boucle.
Donc ça sera une boucle entièrement de jour, je pense, si on l'a fait en une douzaine d'heures. Donc il faut que je l'utilise pour encore prendre de la confiance sur la course. Il y a plein de livres que j'ai galéré à trouver sur la boucle précédente. Donc j'essaie de rester avec Karel, Jared et Christophe le maximum de temps possible pour pouvoir accumuler encore plus d'expérience. Ça se passe plus ou moins bien. J'arrive à les suivre sur les bouquins critiques du début où je voulais à tout prix en apprendre plus. On ne fait aucune erreur. Ensuite, il commence à aller un peu plus vite. À la prison, moi, j'enlève mes chaussures pour ne pas me mouiller les pieds. On doit traverser une rivière à un moment donné. Et eux, je les vois, ils partent devant, ils n'enlèvent pas les chaussures, ils tracent. Peu importe pour eux, c'est des guerriers, c'est bon, on met les pieds dans la flotte, ça, il n'y a pas de souci. Moi, non, j'avais vraiment envie d'éviter, de garder les pieds au sec. Donc là, ils se détachent. Je me retrouve seul à nouveau. Je me retrouve seul, ça veut dire que voilà, à nouveau l'orientation c'est compliqué. Et en l'occurrence, je fais une nouvelle erreur dans une descente, je pique trop au sud. Et là, ça me marque parce que du coup, je dois rejoindre un livre. Et je m'attends à avoir une rivière qui coule de gauche à droite. Je sors la carte, j'analyse et en fait, oui, je vois que je suis à une autre rivière qui est un peu plus loin et qui en fait fait une confluence avec la vraie rivière que je dois rejoindre. Donc voilà, je vais à la confluence, je rebrousse chemin sur la vraie rivière, je trouve le bouquin, mais voilà, j'ai perdu 15 minutes, je pense. Quand je fais des erreurs d'orientation, je l'ai anticipé dans la préparation et je me dis, voilà, ça va être de la panique, tu vas pas savoir router, tu vas te dire que tu es en train de perdre la course et c'est ces moments-là qu'il faut anticiper où je me suis dit, voilà, quand ça va arriver, il faut se calmer, il faut se dire, t'es dans la merde, entre guillemets, t'es dans une situation compliquée. Tu te poses, tu analyses, tu reviens à la limite à un endroit où tu étais et si c'est trop tard, passe du temps et analyse à ce que tu dois faire. Donc à chaque fois que j'ai eu des erreurs d'orientation, je me suis dit, ça y est, là tu es dans la Barclay, tu es dans la course, c'est maintenant qu'on va voir ce dont tu es capable. Est-ce que tu vas paniquer et tourner dans tous les sens et perdre la course ou est-ce que tu vas te poser, faire preuve de patience, d'analyse et trouver la solution qui fera que tu perdras le moins de temps possible. Donc je continue mon bout de chemin et il se trouve qu'au final, quelques livres plus tard, je rejoins à nouveau Karel et Jared, un peu plus loin, avec qui je vais finir la boucle. C'est appréciable, finir 3 boucles, c'est pas donné à tout le monde. Donc il y a un moment de partage très particulier. Je suis en train de vivre un rêve. Je me rappelle être devant l'ordi quand je regarde la Barclay et suivre la course de loin. Là, je suis dedans avec Jared. Donc c'est des émotions déjà. C'est un sentiment de privilège incroyable. Je finis la boucle seul. Jared a un peu ralenti. Je crois à ce moment-là qu'il commence à avoir mal au genou. Mais voilà, je finis seul. Le soleil commence à se coucher à ce moment-là et je finis cette 3e boucle en un peu plus de 33 heures. Et là, la transition avant la 4e boucle va démarrer. Je ne suis pas trop dans la douleur là, à la fin de la 3e. Je ne suis pas en souffrance, je vis encore ma course, je profite, je gère. Donc voilà, je suis confiant juste d'avancer. Je suis encore large, j'ai encore 3 heures de répit, 3 heures de marge sur la barrière horaire. Donc je me dis voilà, il faut exécuter la transition, il faut que je me repose. Là, la 4e boucle, ça va se faire de nuit. Ça sera la dernière nuit de la course. Je commence à avoir le sommeil qui arrive. Donc je me dis, il faut que je me ressente sur moi à faire une sieste de 15-20 minutes pour pouvoir repartir en moins de 30 minutes. Donc c'est ce que je m'efforce de faire et je ne pense pas plus loin que ça. Je veux vraiment me recentrer sur la prochaine action à court terme. Depuis le début de la course, même avant, pendant et jusqu'à la fin, je veux vraiment me recentrer sur ce que je dois faire à l'instant T. Donner 200% de son énergie à faire la tâche qu'on doit faire maintenant. C'est-à-dire s'hydrater, se nourrir, s'orienter pour trouver le prochain livre, se couvrir s'il fait froid, parce qu'il fait froid, donc il faut pouvoir se couvrir aussi et pas faire une hypo. Donc voilà. Depuis le début, je me recentre sur ça. Je ne regarde pas les autres, je ne regarde pas leurs allures, je ne regarde pas ce qu'ils font. Je regarde ce que je fais, ce que je dois faire. Et c'est ça que je m'efforce de faire jusqu'à ce que je sois éliminé par les barrières horaires ou que quoi que ce soit se passe. Et voilà, je fais ça plutôt bien depuis le début parce que je vois que ça ne me demande pas d'énergie et que ça ne me fait pas douter à ce niveau-là. La fin de la 3e, c'est la fin de la journée, c'est le début de la nuit. La nuit s'annonce moins froide que la précédente. Je crois qu'il n'y a que 4 personnes devant moi, mais je ne suis pas sûr en fait. Enfin, je ne me pose même pas la question. Je sais surtout que Karel vient de partir, je sais qu'il n'est pas loin.
Il se trouve que en fait, je vais le retrouver au premier livre. Et là, il me propose de faire un duo, de travailler ensemble la nuit, parce que la nuit, on peut vite perdre le fil, seul, avec le sommeil qui commence à s'accentuer. On est à 36 heures de course, hein, on n'a pas trop dormi. Donc voilà, on commence à faire un duo avec Karel. Mais les choses se passent moins bien qu'espéré. Moi, je suis un virgin, on appelle ça. C'est ma première Barclay. Karel, c'est un vétéran, c'est sa 3e Barclay. Je me sens plus frais que lui à ce moment-là, je pense. Je vois qu'il commence un peu à piocher dans ses réserves. Il commence à avoir sommeil. Donc je vois que je l'aide mentalement. Mais le problème, c'est que moi, je suis devant. Je me précipite dans les pentes. C'est moi qui fais l'orientation, entre guillemets, seul. Mais je me concentre moins parce que Karel, il est là, c'est un vétéran. Et si jamais je fais des erreurs, c'est pas grave. Et le problème, c'est que je fais des erreurs que je ne devrais pas faire. Karel me corrige trop tard à chaque fois parce qu'il me suit. Et en fait, du coup, je vois que la collaboration, elle est pas top. Ça dure jusqu'à la moitié de la boucle, où on perd à peu près 30-40 minutes, je pense, sur 2-3 erreurs qu'on n'aurait jamais dû faire. Et là, à la moitié, j'ai vraiment le sommeil qui commence à me rattraper au bout de 39 heures de course à peu près. Je commence à voir tout flou, je titube sur le sentier, je vois le sentier flou, comme si on est bourré, comme si on rentre d'une soirée arrosée à 3 heures du matin. J'ai du mal à marcher droit, on va pas très vite pourtant, hein, on marche là, mais j'ai des hallucinations, des voix indiscernables, comme si c'était quelqu'un à 200 mètres qui essaie de nous appeler, mais on n'entend pas ce qu'il dit et on ne sait même pas s'il nous appelle. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est Guillaume qui est au coin là, qui m'appelle, qui est au prochain virage, qui m'attend. Du coup, je me dis voilà, j'ai besoin de me prendre un petit complément en caféine que je fais. Voilà, j'avais pris des compléments avec moi de caféine qui pouvaient m'aider dans ce genre de situation. Ce que je fais, je m'hydrate, je mange, je suis patient. Et là, au bout de 20 minutes, ça disparaît. Je vois le sentier qui redevient clair. On continue encore à faire des erreurs d'orientation, une encore de plus, qui m'a agacé parce qu'on n'aurait jamais dû la faire et je m'en veux parce qu'on perd encore 10 minutes de plus. En fait, je pense que si tu es seul, tu vas vraiment regarder à 2 reprises là où tu vas et ça peut être bénéfique. Et en plus, c'était une section que j'avais bien mémorisée sur les boucles d'an. Donc je pars seul. Je pars vraiment rapide, bien, je suis en forme, je suis déterminé. On a déjà passé la moitié de la boucle. Donc là, je me sens vraiment dans un très haut où je me dis presque rien ne peut m'arriver, quoi. Et il se trouve que rapidement, je rejoins le groupe de tête. Il y a Albert qui est allongé là, avec Damian. Il fait nuit, il fait froid, c'est chaotique. Albert essaie de dormir, mais il n'y arrive pas. Donc voilà, moi je prends la page du livre, je continue mon chemin. Damian se met avec moi. Donc on fait un petit duo sur 2 livres. Et ensuite, on se perd de vue rapidement après le livre avec Damian. Donc je continue tout seul. Je vois une frontale au loin, le jour commence à se lever, je sais que c'est John, il n'y a plus que John devant moi et là je me dis c'est incroyable, il est pas loin, il est juste là. En fait j'ai remonté sans les chasser naturellement la tête de course, donc là j'ai une sensation incroyable de frisson à nouveau. Je me dis mais tu es en train de faire quelque chose d'unique parce que tu te ressens sur toi et en fait, c'est dans les objectifs de ces gens-là qui sont tes idoles, t'y es, quoi. Enfin, t'es juste derrière John, quoi. Et au fur et à mesure, je pense à la suite. Je pense à cette fameuse 5e boucle qui va se faire seule. La 5e boucle à la Barclay, en l'occurrence, il y a une règle qui fait qu'on ne peut pas faire de duo. C'est un sens alterné et le premier qui part sur la 5e boucle choisit son sens. Donc, si jamais le premier décide de partir en sens horaire, le second partira dans le sens inverse, sens anti-horaire, etc. Pour être sûr qu'en fait, il n'y ait pas de binôme qui se crée pour rajouter une complexité supplémentaire. Et moi, je voulais à tout prix éviter le sens anti-horaire, qui est le plus compliqué pour la navigation, me concernant en tout cas. Je pense à tout ça dans ma tête, hein. Je rejoins le camp et John, je ne l'ai pas croisé. Quand j'arrive au camp, il y a John qui est toujours là, qui fait sa transition. Et la première chose que je fais en arrivant au camp, c'est de demander à John dans quel sens tu veux partir. C'était ma seule préoccupation. Et John me répond qu'il veut partir dans le sens horaire, dans le sens où je voulais partir. Donc là, je baisse vraiment les bras, je suis dégoûté, j'ai
J'ai des larmes qui commencent à couler, mais je m'empêche que ça coule pour me recentrer sur moi, mais c'est très très compliqué. C'est un moment de faiblesse et de douleur mentale. Et je me dis, je me remobilise et je me dis, allez, le défi il est là, tu dois partir en sens anti-horaire, ben vas-y, fais-le, tant pis. Physiquement, je suis dans un état extraordinaire. Je me rappelle sur les rapports de course, sur les vidéos, de tout ce que je voyais, les coureurs, à chaque fois, ils rampaient pas, mais ça titubait, ça allait pas vite. On voyait de la souffrance, on voyait que c'était pas facile. Et là, en fait, je me sens, oui, fatigué, c'est normal, quand même épuisé. Mais j'ai pas de douleur particulière, ou en tout cas j'arrive à bien courir et marcher comme il faut. Je vois John partir sur la 5e et il titube, il marche pas très bien, et moi je vois qu'en fait je suis dans un état pour 4 boucles de fête qui est vraiment exceptionnel. Je pensais pas être dans cet état-là à ce moment-là. Mental très positif aussi. J'ai vraiment envie de continuer, de me battre, de finir, de vivre cette 5e boucle qui n'est pas donnée à beaucoup de personnes seules. Donc un état d'esprit très positif, avec une grosse inquiétude et une grosse contrariété sur le sens de la boucle. Je savais que j'allais faire des erreurs d'orientation. Je ne savais pas combien de temps elles allaient me coûter. Et je voulais faire en sorte qu'elles n'allaient pas me coûter 1 heure ou 2, que ça n'allait pas être des erreurs critiques. Donc beaucoup de contrariété, mais un sens, une envie particulière de bien faire et une motivation énorme. Donc la 5e boucle, je pars en courant, déterminé. Je cours même le faux plat montant. Je fais la première ascension en un temps record pour moi au niveau de la course, entre guillemets. J'ai jamais été aussi rapide sur cette ascension. Je l'avale, je suis déterminé. J'ai un très haut qui arrive, où là j'ai envie d'en finir et j'ai envie de me donner le maximum de chances possible pour finir. Je suis sur sentier pour le départ, donc je fais tous les kilomètres à fond. Tout ce que je fais, tout ce que je connais, je vais au plus vite. La prochaine descente, elle est hors sentier. Je la fais très rapidement aussi. Je me suis mis des repères sur la boucle 2 et la boucle 3. J'ai confiance, je me lance dans la pente, j'exécute, je vais vite. Et là, en fait, au fur et à mesure, voilà, les erreurs d'orientation commencent à arriver. Je me précipite un peu trop. Je fais des nouvelles erreurs que j'avais jamais faites auparavant. Donc j'arrive du mauvais endroit, je jardine, je suis dans la broussaille, j'ai jamais été là, je sais pas où je suis. Donc heureusement, il fait jour. Mais voilà, je perds du temps déjà. Je continue, je monte une des plus grosses montées de la boucle. Ça se passe bien. Je vois Guillaume en haut qui est là avec Alex, avec Pauline. Donc ils sont là, voilà, ils voulaient voir en combien de temps j'allais être là. Ça correspond à peu près un tiers du parcours. La prochaine descente, en quittant la tour, je fais encore une erreur d'orientation. Je les enchaîne un peu. Je perds à chaque fois 10 minutes. Je pense que je fais encore 2 erreurs. Là, les douleurs précises, pointues, commencent à apparaître. Je commence à sentir comme un petit coup de poignard au niveau du genou, au niveau de l'essuie-glace, où là je me dis waouh, c'est compliqué. Si j'ai une tendinite qui sort maintenant, des fois ça nous met à l'arrêt complet, quoi. Donc je fais avec, je continue à avancer. Un livre après l'autre, je commence à voir Karel, on se croise, parce que du coup en ce moment il y a John et Karel qui sont dans le sens inverse. On croise Karel, on se congratule, on s'encourage, on se fait une tape sur l'épaule, on se dit allez vas-y, tu vas le faire. Il reste encore la moitié du parcours à ce moment-là. Et il se trouve que le reste du parcours se passe très bien. On est à 56 heures de course à ce moment-là. Je sais que je vais finir la course normalement si je suis encore concentré. Donc je m'imagine finir. Donc voilà, je suis dans cet état d'esprit un peu en train de vivre des émotions incroyables, de me dire je suis en train de finir l'infinissable. Voilà, j'y suis là. Je vais sur le prochain livre, qui est le dernier livre. Le soleil commence à se coucher à ce moment-là. J'essaie de profiter de ce moment-là. J'essaie de me dire, t'es sur ta dernière descente, concentre-toi, ne te trompe pas. Un mauvais virage peut faire en sorte que la course se termine de la mauvaise façon. Donc je reste concentré, mais je profite de vivre ces émotions-là uniques, de privilèges. Et voilà, je rejoins le sentier. Là, c'est 58 heures, 15 minutes. Voilà, je suis à 10 minutes de rejoindre le camp. Et là, je sais que je vais être finisher. Je sais que c'est bon, il n'y a plus qu'à suivre le sentier jusqu'au camp. Et là, c'est un sanglot au fond de moi. Je sanglote, j'ai des émotions de joie immenses.
Je rejoins le camp, là il fait nuit, le soleil s'est couché depuis 30 minutes. Donc j'ai allumé la frontale, je vois toutes les lumières au camp, je commence à entendre les gens crier. Ils ne savaient pas où j'étais, ils n'avaient aucune idée de où j'étais parce qu'on n'a pas de suivi GPS. Et le fait de voir ma frontale, c'est incroyable parce que quand on est dans le parc, il y a un silence majestueux. Il n'y a pas un bruit. Il y a le bruit du vent, des feuilles, quelques bruits d'animaux qui sont très rares. Et là, en fait, quand je commence à m'approcher du camp et que les gens, les premières personnes commencent à voir ma frontale, mais du coup, les gens me voient arriver, ils savent que je vais devenir finisseur et en plus, ils savent que je suis le premier finisseur depuis 2017, depuis 6 ans. Donc là, j'entends des cris d'un silence majestueux. Il y a tout un brouhaha qui commence à se lancer, qui fait que voilà, je commence à pleurer, à vivre toutes ces émotions-là et le finish voilà, est extraordinaire, où là je fais des accolades avec Laz, avec Guillaume, avec tous les gens qui sont là et où forcément j'ai une petite pointe où je pense à tous mes proches qui m'ont suivi tant bien que mal et où je sais aussi qu'ils vont être soulagés de voir que ça s'est bien passé et je pense voilà, à Lucille qui n'a pas dormi non plus pendant 58 heures, ma chérie, à mes parents, à ma sœur, à tous ceux-là qui ne sont pas au camp aussi, quoi. Moi, au fond de moi, c'est difficile. Hein. C'est vrai que je vis beaucoup d'émotions, mais j'ai du mal à réaliser. J'ai longtemps imaginé mon image de moi virtuellement en train de finir cette course, toucher la barrière, m'effondrer en sanglots, 2 jours, de nuit. Je voyais ça 2 jours dans ma tête. Ça s'est trouvé que ça s'est fait de nuit. Je me suis pas effondré en sanglots. Je reste un peu stoïque, hein, un peu KO debout. Du mal à réaliser que j'ai vécu quelque chose d'énorme d'un point de vue personnel. Que c'est un projet qui m'a pris 6 ans de ma vie, pour lequel je me suis donné à fond et j'ai un peu du mal à réaliser, je pense. Un sentiment d'accomplissement extrême et un sentiment de partage exceptionnel. Au-delà de moi, au-delà de mes émotions, c'est le partage parce que quand je vois Guillaume, l'émotion qu'il a vécue aussi au finish, voilà, j'ai fini pour lui aussi, il me l'a donné ce finish, il m'a tout montré, il m'a servi de guide pendant la première boucle, donc les émotions collectives, c'était incroyable. Laz, la fierté qu'il a de voir des gens se donner sur sa course et finir aussi. Il aime bien voir des finisseurs. Donc, ce moment de partage, il était exceptionnel. Du coup, quand je finis ma 5e boucle, je ne sais pas où sont les autres. Et il se trouve en fait que les gens me disent au camp que je suis le premier à terminer. Donc, c'était pas l'objectif, mais forcément, je me dis que c'est incroyable parce que John, il n'est pas là, c'est mon idole, John, et ça veut dire que j'ai été plus rapide que lui, mais du coup, je me dis, mais waouh, enfin, voilà, je me dis juste waouh, c'est un truc de fou, quoi. Et donc voilà, on ne sait pas où c'est qu'ils sont, et du coup, je me pose à la barrière, on attend. John arrive 15-20 minutes après, pas longtemps après. Il est le second finisseur de cette année, il fait son second finish, du coup. D'un point de vue personnel, c'est énorme. Il avait fait la course plusieurs fois déjà, il avait échoué plusieurs fois suite à son premier finish, donc j'étais content pour lui. Et on voit à nouveau les émotions, sa famille, tout le monde crie et pleure, donc c'était chouette à vivre. Et Karel, qui ensuite arrive, qui est le 3e finisseur, il arrive à 7 minutes de la barrière horaire, dans un état très compliqué. Il courait, il sprintait depuis très longtemps pour finir dans les temps, et là il s'écroule à la barrière et voilà, il devient le finisseur numéro 17, du coup, historique de la course et le 3e de cette année. Et voilà, donc 3 finisseurs, c'était une édition historique, c'est arrivé qu'une seule fois dans le passé. Je pense que c'est important de vivre sa passion, de s'inspirer soi-même en fonction de ses envies, s'inspirer des autres aussi pour apprendre et avancer, mais faire les choses qui nous plaisent. Ça, pour moi, c'est la base. Et ensuite, quand il y a des passionnés qui vivent la même passion que soi, c'est d'autant plus incroyable parce que du coup, là, on peut partager avec d'autres personnes qui sont aussi passionnées envers le même type d'effort et le même type d'aventure. Oui, ce que je vais rechercher, c'est des émotions personnelles et des accomplissements personnels. Mais quand on est entouré de gens et qu'on grandit tous ensemble et qu'on peut inspirer et partager et vivre ça, et vivre des émotions partagées, je ne sais pas comment l'expliquer, mais si, au final, ça prend le dessus. Quand j'ai pensé être pris à la Barclay en 2018 et 2019, avec le recul, je pense que je n'avais pas été pris parce que je manquais peut-être d'humilité ou de patience ou de sagesse. Je pensais que c'était acquis, que je méritais ma place. Et je pense qu'il a bien fait de ne pas me prendre. Il a dû se dire il doit patienter, il doit faire preuve d'humilité, chacun son tour. Chacun ses projets. C'est pas parce que j'ai fait le John Muir Trail que je suis plus valorisé que d'autres, en fait. Donc voilà, je pense que ce parcours, il m'a fait apprendre, il m'a fait prendre du recul sur moi. J'accepte beaucoup plus qui je suis.
beaucoup plus humble face aux défis des autres, parce qu'il y a plein de personnes qui font des choses incroyables. Et donc, oui, je méritais ma place à la Barclay, mais d'autres aussi méritent de vivre leurs aventures. Donc, c'est tout ça que ça m'a apporté, ce parcours. C'est vraiment... et c'est ça qui est top dans l'ultra, parce que pour moi, ce qui m'a apporté ça, c'est les très bas que j'ai vécu, c'est les moments de douleur. C'est l'aventure. C'est ça qui me plaît. C'est en un mot, tout ça, c'est l'aventure avec plein d'inconnus qu'il y a autour. Le parcours des 6 dernières années, pour moi, c'est une boucle qui a vraiment démarré à un moment précis et qui s'est terminée à un moment précis. C'est une parenthèse de ma vie. Donc c'est l'ensemble que je garde en tête. C'est vraiment une aventure de 6 ans qui était incroyable et qui s'est finie d'une façon la plus inespérée, de la meilleure des façons possibles. Et voilà. En franchissant la ligne d'arrivée en 58 heures et 23 minutes, Aurélien Sanchez est devenu le 16e finisseur et le premier Français depuis la création de la Barclay. Au passage, il a gravé le drapeau tricolore dans l'histoire de la course et s'est fait un nom dans le monde de l'ultra-trail. Un immense bravo à lui pour cet exploit. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du média Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Saccard. La musique est composée par Nicolas de Ferrand, avec une musique additionnelle de Michael Boga. Chloé Vibo s'est assurée du montage et Antoine Martin du mixage.